13h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Mondico pour vous informer. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Un sommet tripartite Angola, Rwanda, RDC se tiendra à Luanda le 15 décembre 2024 sous l'égide du président angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine pour les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce sommet réunira les présidents Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et leurs homologues angolais afin d'accélérer les efforts de stabilisation dans cette région en proie aux violences. On fait le point avec Laetitia Moulal. Ce sommet intervient après une avancée majeure réalisée le 25 novembre dernier lorsque les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont signé à Luanda un concept d'opération CONOPS. Ce document stratégique, approuvé lors de la 6e réunion ministérielle sur la médiation angolaise, fixe les modalités des actions contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et du retrait progressif des forces rwandaises présentes en territoire congolais. La première phase, prévue sur 15 jours, consistera à évaluer la menace posée par les FDLR et à localiser leur position. Parallèlement, le Rwanda devra fournir des informations détaillées sur ses mesures défensives et s'engager à cesser toute incursion transfrontalière. La deuxième phase vise des actions ciblées pour neutraliser les FDLR et leurs alliés, suivies d'une évaluation conjointe des progrès réalisés. Ensuite, une troisième phase portera sur une revue des opérations afin d'évaluer leur efficacité. Enfin, la quatrième étape sera consacrée à la stabilisation avec la démobilisation, le rapatriement et la réintégration des ex-combattants FDLR ainsi que la normalisation des relations bilatérales entre Kinshasa et Kigali. Ce plan vise à rétablir la confiance entre les deux pays et à garantir un environnement sécurisé permettant la reprise des activités socio-économiques dans l'est de la RDC. Cependant, plusieurs défis demeurent, notamment le risque de représailles des FDLR contre les civils, la stigmatisation de certaines communautés et l'importance d'un engagement politique fort pour instaurer une véritable confiance mutuelle. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a salué cette initiative et réaffirmé le soutien de la mission onusienne au mécanisme de vérification mis en place par la médiation angolaise. Elle a également appelé au respect du cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août 2024 pour garantir le succès du plan. Changeons de chapitre pour parler des activités de l'année dédiée au 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Negapeta qui se sont clôturées le lundi 2 décembre 2024 à Isiro, dans le nord-est du pays. La nation a été représentée à ces grands jubilés à son plus haut niveau par le président de la République et la première ministre. La chef du gouvernement n'a pas manqué l'occasion d'honorer la mémoire de la bienheureuse Anouarit et appelle à son intercession pour la paix à l'Est. Suivez. C'était, je pense, après cette messe de commémoration du martyre de la bienheureuse Anouarit, c'était important de pouvoir venir ici parce qu'elle a voulu rester pure, elle a refusé le diktat et c'est quelque chose qui est très inspirant pour nous. Dans tout ce que nous faisons, nous devons regarder comment rester droit dans ce que nous faisons, particulièrement à cette époque où le pays est agressé. On doit s'inspirer de cette attitude, particulièrement, comme l'a dit le chef de l'État, les jeunes, s'assurer que nous ne combattons pas contre notre propre pays, que nous ne tuons pas nos frères et sœurs. Et de la même manière, nous, en tant que membres du gouvernement, comment nous travaillons en respectant les règles, les procédures, en restant droit pour assurer le développement de notre pays. Mais c'est important, comme on a dit déjà, reconnaître le martyre, le sacrifice de la bienheureuse Anouarit, c'est une chose. Deuxième chose, c'est aussi important pour la province, pour la ville d'Isiro, la province du Haut-Ouélé et la Grande Orientale dans son ensemble, parce que ça permet aussi de booster le développement. Tout ce qui va être fait ici, dans le cadre du sanctuaire, le développement, ça va ramener des pèlerins, etc. Ça va contribuer au développement
de la province, de la région et de la RDC elle-même. Tout ce qui va être fait, que ce soit en termes de sécurisation, que ce soit en termes de réhabilitation de routes, etc., contribue au développement du pays. Le plaidoyer a déjà été mené, le processus est en cours, donc nous allons continuer avec nos pères de l'Église catholique et toutes les sœurs des différentes congrégations. Nous allons continuer à prier avec tous les croyants et nous pensons que nous y arriverons. Parlons à présent d'un sujet qui fait débat en République démocratique du Congo et ce débat c'est la révision de la Constitution. Les jeunes ne sont pas en marge sur cette question. Pour ce faire, quelques associations de jeunes de Kinshasa ainsi que la jeunesse estudiantine ont été sensibilisées par une association sans but lucratif dénommée Les Témoins de Fachi qui soutient ce changement de la Constitution. Les jeunes leaders, les étudiants et membres d'associations des jeunes ont répondu présents à cette réunion qui s'est déroulée dans un climat d'enthousiasme. Suivez. Les étudiants ici de différents établissements d'enseignement supérieur et les jeunes membres d'autres associations de la ville de Kinshasa ont répondu présents à la campagne de sensibilisation sur les changements ou révisions de la Constitution. Une rencontre initiée par Bienvenu Mouniasoubi, coordonnateur de l'ASBL Les Témoins de Fachi, qui s'est donné la peine d'expliquer les articles qui posent problème dans l'actuelle Constitution. À la fin de son exposé, il a conclu sur la nécessité de changer cette Constitution afin de permettre à la RDC d'avoir une loi fondamentale adaptée à sa situation sociopolitique. Nous avons exposé devant la jeunesse congolaise les raisons de cette gymnastique du changement de la Constitution. Et aujourd'hui, j'ai été content d'être devant une jeunesse congolaise qui a compris. Je pensais que je pouvais m'attarder à les démontrer toutes les raisons possibles du changement de la Constitution, mais j'ai été heureux de voir qu'il y avait plusieurs copies de la Constitution dans la salle et que les étudiants congolais présents dans la salle aujourd'hui ont crié haut et fort, sans froid aux yeux, qu'ils veulent le changement de la Constitution. À leur tour, les participants ont exprimé leur soutien à ce projet lors des échanges qui ont mis en avant l'importance de la jeunesse dans la construction du futur politique et social de la RDC. Les jeunes présents ont souligné leur volonté de participer activement au processus de réforme et de se positionner comme acteurs de changement. Nous nous retrouvons ici en fait dans le cadre des échanges, surtout qu'ici on parle de la question de l'actualité. Où il y a des opinions, il y a des gens qui sont pour le changement de la Constitution, d'autres non. Mais nous, qui sommes leaders d'opinion, nous sommes censés également dire oui au changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que cette Constitution ne garantit pas justement la liberté, ça ne garantit pas les intérêts liés à la jeunesse. Le président du Conseil provincial de la jeunesse a également exprimé son soutien à ce projet de modification constitutionnelle. L'actualité au pays reste dominée par la question relative à la revisitation de la Constitution. Et nous voyons les poulains de l'opposition et du pouvoir en place mouiller le maillot depuis l'appel lancé par le chef de l'État concernant la mise en place d'une commission de réflexion sur la révision ou le changement de la Constitution. Et ici, nous avons eu un fervent poulain, un fervent défenseur du président de la République qui a su, de manière millimétrée, démontrer la nécessité du changement de la Constitution et non même pas de la modification parce qu'il estime qu'il y a des questions fondamentales qui doivent être réglées de manière méticuleuse. Cette mobilisation s'inscrit dans une dynamique plus large de sensibilisation de la population congolaise sur les enjeux liés à la révision de la Constitution. Parlons à présent des embouteillages qui sont devenus monnaie courante dans la ville de Kinshasa, capitale de la RDC et qui ont des conséquences économiques sur les passagers qui empruntent le transport en commun. À cause de ces bouchons qui durent de longues heures sur quasiment toutes les grandes artères de la ville,
les conducteurs des taxis et taxibus ont majoré le prix de la course, allant parfois du simple au double, voire même au triple. Cette majoration se répercute sur les budgets des usagers obligés de dépenser des sommes importantes pour se déplacer d'un point à l'autre de la ville de Kinshasa. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par nos confrères de l'ACP. Il est 13h et c'est l'heure de pointe à Kinshasa. Sur l'avenue Kasavubu, à son croisement avec l'avenue Tombalba et au centre-ville de Kinshasa, le passage est difficile pour les piétons, les taxis-motos et les véhicules. Ce parking occasionnel aux environs de l'hôtel de ville de Kinshasa grouille du monde et des taxis-bus qui se précipitent pour quitter le centre-ville et retourner à la cité. Prendre un transport de chez soi pour le centre-ville de Kinshasa relève d'un parcours de combattant pour tout usager des routes dans cette ville cosmopolite des près de 15 millions d'habitants. Mabiala habite le quartier Ozone dans la commune de Ngaliema à l'ouest de Kinshasa. Les difficultés des transports, il en connaît quelque chose. Quand je prends le transport à l'Ozone, je quitte à 6h, 6h30 et j'arrive en ville au moins à 9h. D'autres jours, nous arrivons même à 10h. Autrefois, quand le transport était normal, on quittait à 6h et à 8h, on était déjà en ville. Les percepteurs d'argent de transport dans le bus expliquent de leur côté les difficultés qu'ils rencontrent pour réunir les recettes journalières contractuelles, situation qui les oblige à augmenter le prix de la course et se débrouiller pour se frayer un chemin. J'ai fixé le prix de transport à 4 000 francs. Il est vrai que le prix a augmenté, mais quand je calcule le prix de carburant et les embouteillages, il n'y a pas de route jusqu'à ce que j'arrive à Lupin. Je peux passer 3 heures en cours de route, donc je suis coincé dans les embouteillages. Si le prix reste à 1000 francs ou 1500, là je n'ai rien fait. Pour ces véhicules, la perturbation du trafic routier à Kinshasa a un coût économique pour chaque habitant, surtout ceux qui vivent de l'économie de survie. Lukusa Kaoulou est journaliste économique à l'agence congolaise de presse. Selon cet observateur, il faut repenser l'urbanisation de la ville de Kinshasa. La façon dont la ville est construite actuellement favorise ces embouteillages interminables. La situation de la circulation à travers la ville de Kinshasa, c'est un problème d'abord d'urbanisation. La ville est urbanisée de sorte qu'il y a une forte concentration et des services sociaux, des services de l'État dans un seul coin. Et chaque matin, les véhicules sont orientés vers Gombe. Et le soir, c'est le même mouvement. La population quitte le centre d'affaires pour leur habitation. Ce mouvement entraîne une perte de recettes pour les transporteurs. Créé en 1881 sur la rive sud du Mpul Malebo, actuellement Ngaliema, par l'explorateur Soleil, Kinshasa s'est beaucoup étendu au fil du temps vers le sud et l'est sous l'effet de l'exode rural, accentué par les conflits armés de ces dernières décennies dans certaines provinces du pays. Les deux grandes avenues Bokassa et Kasavubu, qui respectivement facilitent l'entrée et la sortie de la ville, sont complètement abîmées dans leur tronçon, allant de leur croisement avec les avenues Kabombaré et Funa pour la première et avec les avenues Kato et Kabombaré pour la seconde. En dépit de cette situation, les autorités urbaines continuent de chercher des voies et moyens pour mettre fin à ce calvaire, surtout à l'approche de fêtes de fin d'année. Quittons à présent la République démocratique du Congo pour nous rendre en Égypte où une conférence a été organisée à Le Caire, capitale d'Égypte, le lundi 2 décembre 2024 pour mobiliser un soutien humanitaire en faveur de Gaza où la situation se dégrade depuis plus d'un an de guerre entre le Hamas et Israël. L'Égypte appelle à une action urgente face à cette crise humanitaire que connaît la population de Gaza. Les détails avec Laetitia Moulane.
L'événement a rassemblé des responsables régionaux et occidentaux de premier plan, ainsi que des figures de l'ONU, notamment Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies. La situation à Gaza, notamment dans ces zones septentrionales, presque totalement isolées depuis 2 mois, a été au centre des discussions. Le ministre des Affaires étrangères égyptien, Ahmed Ali Atta, a rappelé que la question du déplacement forcé des Palestiniens est une ligne rouge pour l'Égypte et la Jordanie. La conférence a aussi mis en lumière la gravité de la situation humanitaire. Amina Mohamed a alerté sur les crises multiples auxquelles les habitants de Gaza font face, notamment la violence avec plus de 44 000 Palestiniens tués, principalement des femmes et des enfants, une crise d'infrastructures, des maisons, des quartiers, des hôpitaux et des écoles anéantis par les combats, ainsi qu'une crise de déplacement. Le soutien humanitaire a été un thème central de l'événement. Le programme alimentaire mondial PAM et l'UNRWA, principal fournisseur d'aide aux Palestiniens, ont souligné leur difficulté à acheminer l'aide en raison des blocages et des menaces de violence. Ce contexte inquiétant pourrait aggraver davantage la crise avec l'arrivée d'un hiver froid et pluvieux menaçant les centaines de milliers de Palestiniens vivant dans des camps de tentes insalubres. Les Nations Unies ont réaffirmé leur engagement à aider Gaza, mais la situation reste extrêmement complexe. Alors que les appels à un cessez-le-feu se multiplient, la conférence s'est conclue sur un appel à l'action internationale immédiate pour soutenir Gaza et renforcer l'aide humanitaire. Voilà, c'est cet élément qui met fin à ce journal de la mi-journée. Retrouvez la grande édition du journal à 19 h avec Laetitia Moulalou. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.